Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tentative de rebond sur les marchés actions en Europe. À mi-séance, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. On reste évidemment prudent sur la dimension que pourrait prendre ce rebond qui s'est déjà légèrement effrité depuis l'ouverture ce matin. Mais on progresse néanmoins entre 1 et 1,5% sur les actions européennes en ce milieu de journée. Rebond qui pourrait être fragile, alors que sur le terrain militaire, on observe assez peu de changements depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a 12 jours maintenant. Idem sur le plan diplomatique, à l'issue d'une nouvelle session de pourparlers hier entre Russes et Ukrainiens, rien de tangible n'a été mis sur la table pour l'instant. Et puis on a toujours des phénomènes de dislocation sur les marchés de matières premières. On l'a vu encore ce matin avec un squeeze massif sur le nickel. La tonne de nickel qui a franchi les $100 000 sur le marché londonien, le London Metal Exchange, qui a même été obligé de suspendre le trading sur le nickel de manière temporaire. Donc la situation de marché qui reste évidemment relativement stressée, même si on peut noter que des plans d'action sont en train d'être mis en œuvre côté européen, puisqu'on a l'ébauche d'un nouveau plan d'intervention de dépenses européennes dédié au secteur de la défense et de l'énergie. Ce plan va être présenté par les officiels de la Commission européenne à l'occasion du sommet de Versailles qui se tiendra à partir de jeudi à Versailles, bien sûr, et qui réunira les chefs d'État et de gouvernement européens sous présidence française de l'Union européenne. La Commission européenne qui veut capitaliser d'une certaine manière sur son expérience Covid en reproduisant le schéma d'intervention qui avait été celui de la période pandémique, à savoir un plan de dépenses communes financé par de la dette commune en Europe pour viser des investissements stratégiques dans les secteurs, je le disais, de la défense et de l'énergie. Cette nouvelle a pour effet notamment de redonner un petit peu de soutien aux investisseurs sur les marchés actions, mais également sur les marchés obligataires avec des taux en Europe qui sont soutenus par cette nouvelle et le 10 ans allemand notamment qui revient symboliquement en territoire positif depuis l'annonce de ce plan européen qui a été dévoilé notamment par l'agence Bloomberg ce matin. Voilà pour l'état des lieux de la situation de marché aujourd'hui, au 13e jour de la guerre en Ukraine. Et puis dans les signaux de marché intéressants à suivre, il est assez pertinent de noter que certaines valeurs vertes intéressent aujourd'hui des investisseurs et pas des moindres, puisque là aussi, selon l'agence Bloomberg, le fonds d'investissement américain KKR s'intéresse de près à la société française Albioma, spécialiste de la biomasse et de la production d'énergie renouvelable. Albioma qui capitalise un peu plus d'1 milliard d'euros sur le marché boursier parisien, et KKR qui aurait donc entamé une phase d'approche en vue d'une possible acquisition d'Albioma. Et c'est une journée sur les marchés qui commence avec l'idée d'un rebond. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Paris reverdit, un rebond technique après être brièvement passé en situation de marché baissier hier, avec une chute de 20% par rapport à son record du 5 janvier. Un mouvement alimenté par la reprise nettement plus forte que prévu de 2,7% de la production industrielle en Allemagne pour le mois de janvier. Les valeurs bancaires sont particulièrement convoitées. Le Stoxx 600 associé connaît la meilleure performance sectorielle en Europe. À Paris, BNP Paribas reprenait 6% au cours de la matinée. Même chose pour Société Générale, portée entre autres par la remontée des rendements obligataires. Les grandes industrielles se reprennent également. C'est le cas d'Alstom, Safran, Michelin et Stellantis. Total Energy est aussi en nette hausse. Thales est toujours en pole position, le signe que la prudence reste le maître mot. La flambée des matières premières nourrit les inquiétudes quant à l'inflation. La perspective d'un embargo sur les importations de pétrole russe n'arrange rien. Pour rappel, si les Européens font montre d'une certaine réserve, l'administration Biden a pour sa part montré plus de détermination. La Russie a mis en garde contre une telle initiative qui aurait, selon elle, pour effet d'accentuer la flambée des prix du pétrole et d'entraîner la fermeture du principal gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne. Pour l'heure, le baril de Brent se traite autour de $126 après un plus haut de 14 ans à 139,13 atteint hier. Les prix d'autres matières premières comme
comme le nickel ont atteint des sommets. L'or se rapproche d'un pic de 18 ans et à Chicago, hier soir, le blé a atteint un record. On termine avec quelques valeurs à suivre à Paris. Danone avance dans le vert. Le nouveau directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, a présenté son plan stratégique 2022-2024 visant à relancer le groupe. Pour 2022, le groupe mise sur une hausse du chiffre d'affaires en comparable entre 3 et 5% et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%. Il prévoit une hausse du coût des intrants entre 10 et 15%. Le groupe anticipe un retour à la croissance rentable en 2023-2024. Et puis Orange est aussi en hausse. L'opérateur français et MásMóvil sont entrés en négociation exclusive en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne. Il s'agirait de créer une coentreprise contrôlée à parité dont la valeur d'entreprise atteindrait 19,6 milliards d'euros. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Juliette, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Le risque qui monte, macroéconomique j'entends, pour l'Europe notamment, c'est celui de la stagflation. C'est le risque dominant aujourd'hui, peut-être même un scénario central pour les prochains mois et les prochains trimestres. Est-ce que vous partagez cette idée chez CPR Asset Management qui semble être l'idée du marché aujourd'hui, Juliette? Alors nous, on a renforcé les probabilités qu'on associe au scénario de stagflation, mais c'est pas encore notre scénario dominant pour les mois qui viennent. Évidemment, l'inflation est en forte accélération en Europe et on va avoir une accélération qui va se prolonger avec la hausse des prix de l'énergie. Vous l'évoquiez, le pétrole, le gaz. Et s'il se maintenait sur les niveaux actuels, ça pourrait amener une hausse de l'inflation de l'ordre de 1 à 1,5% pour 2022 par rapport au niveau qu'on anticipait jusqu'à présent. Et puis la baisse de l'euro à laquelle aussi on assiste depuis quelques jours entraîne aussi une hausse de l'inflation importée. Donc on voit que les risques sont clairement orientés très nettement à la hausse sur l'inflation. Et puis côté croissance, le risque c'est un ralentissement lié évidemment au conflit ukrainien, et plus il perdurerait, plus l'impact serait important pour la croissance européenne. Ce qui est intéressant de noter parmi les nouvelles du jour, c'est de voir ce projet nouveau de dépenses européennes communes, financé par de la dette commune en Europe, à l'instar de ce qu'on a pu voir à travers la crise pandémique, pour des investissements et des dépenses européennes, alors dans deux secteurs qui sont, j'allais dire, en première ligne face à la crise ukrainienne, la crise de sécurité, donc des investissements dans la défense, et la crise énergétique, donc des investissements dans l'énergie, et surtout l'idée de financer des mesures d'accompagnement peut-être pour les États européens face à la flambée des prix de l'énergie. Cette nouvelle, elle est intéressante dans la séquence du moment, Juliette. Elle montre bien que l'arme budgétaire et fiscale va être peut-être même plus importante que l'arme monétaire encore face à cette crise pour l'Europe. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà eu une réponse budgétaire très importante au moment de la crise Covid. Et là, cette nouvelle crise met en avant un certain nombre de dépendances de l'économie européenne, et au premier lieu desquelles la dépendance énergétique. On voit que l'Europe a eu du mal à se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole russe. C'est parce que on est très dépendant des importations en provenance de Russie. Donc l'idée là est de repartir sur un modèle de ce que l'on a fait pendant la crise Covid, sur le programme SURE, qui était le programme d'accompagnement pour le chômage partiel. Et donc là, on évoque donc des aides pour les États qui voudraient investir dans plusieurs domaines, l'énergie, donc vous l'évoquiez, la défense, l'alimentaire également et pourrait être aussi ciblé. Et ça serait des lignes de prêt qui seraient accordées à des taux préférentiels aux États. Et puis, il y a aussi un volet supplémentaire qui est
pour soutenir les pays qui sont les plus touchés par le conflit ukrainien, notamment tous les pays de l'Est qui font un travail énorme pour accueillir les réfugiés. Et donc là aussi, des aides supplémentaires pourraient être évoquées. Et puis, on attend aussi des nouvelles sur le cadre budgétaire européen, puisque la semaine dernière, la Commission européenne a évoqué une vision très souple des règles budgétaires européennes, et ça va être aussi un des sujets qui sera à l'ordre du jour du Conseil européen de cette semaine. C'est intéressant parce que, encore une fois, l'expérience pandémique a pu avoir son utilité de ce point de vue-là. Juliette, il y a presque plus de débat sur l'idée qu'il va falloir une initiative commune européenne, qu'il va falloir avancer encore sur l'idée d'un budget européen, d'une mutualisation des dépenses. Autant au moment au déclenchement de la crise Covid, il y avait encore des interrogations de la part de certains États européens, ceux qu'on appelait les frugaux, etc. Autant là, on a l'impression que le projet devient beaucoup plus vite consensuel d'une certaine manière. Oui, tout à fait. On a vu que déjà sur les sanctions, la réponse a été très rapide. Ouais. Et là aussi, on est très, très vite. Il y a aussi probablement le fait que certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche sont particulièrement touchés par le sujet énergétique et donc veulent avancer sur ce point-là. Et puis, on a mis aussi en place un certain nombre de circuits avec la crise Covid. On voit que les États ont l'habitude de proposer des projets à la Commission, qu'elle a les moyens de les analyser et de donner son avis assez rapidement. Donc, il existe aussi toute l'infrastructure de suivi de projet qui a été mise en place au cours des mois précédents. Est-ce que derrière cette initiative, et on verra comment est-ce qu'elle est détaillée dans les jours prochains, puisque la Commission doit présenter un projet normalement à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement informel qui se tient à partir de jeudi à Versailles. Juliette, cette initiative, elle vient également nous dire que la politique monétaire ne pourra être qu'un soutien secondaire dans cette crise ? Oui, c'est vrai que la BCE est dans une situation vraiment très très compliquée. Il y avait vraiment la volonté, quand on voit les minutes du Conseil de politique monétaire de février, de changer le narratif et l'idée qu'il allait falloir probablement initier la hausse des taux plus rapidement que prévu. Et puis là, le choc ukrainien vient complètement perturber la séquence. En mettant une pression à la hausse sur l'inflation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les anticipations d'inflation ont également beaucoup progressé au cours de la semaine passée en Europe. Et puis, d'un côté, on a une croissance qui va être significativement revue à la baisse. Donc, ça complique vraiment la donne. Alors pour nous, il nous semble quand même que la BCE devrait annoncer qu'elle s'attend à mettre fin à ses achats d'actifs au cours du troisième trimestre de l'année, qu'elle devrait garder une certaine flexibilité compte tenu des incertitudes sur la situation actuelle, et qu'elle se laissera la possibilité de mener une hausse des taux en fin d'année si les conditions le permettent et si les données aussi le justifient. Donc il n'est pas envisageable à ce stade que la BCE tire un trait ou une croix sur l'idée de la normalisation de sa politique monétaire. Ça doit rester le sens du voyage pour la BCE aujourd'hui, quand bien même ce voyage serait décalé dans le temps. Oui, il nous semble que compte tenu des niveaux d'inflation, de ces anticipations d'inflation aussi qui sont revues à la hausse. Bon, quand on regarde aussi l'emploi en zone euro, les chiffres de janvier étaient très forts. Le taux de chômage était au plus bas historique depuis la création de la zone. Donc tout ça quand même plaidé pour une normalisation de la politique monétaire. Un mot du marché pour finir avec vous, Juliette. Est-ce qu'on a l'idée d'une forme de capitulation qui aurait pu être matérialisée dans les dernières heures, les derniers jours? Je pense notamment à la séance d'hier.
Alors sur les marchés, il nous semble qu'il est encore un peu tôt pour parler de capitulation. On reste évidemment très très dépendant de la situation géopolitique et la visibilité est vraiment très très faible. Et nous, on est encore relativement prudent, notamment sur le marché européen qui est le plus touché par ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup Juliette. Merci pour vos éléments d'analyse, vos remarques du jour chez CPR Asset Management. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion de marché avec Kevin Lenouaille qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Ce qui est intéressant toujours avec les gérants privés, Avantgarde Investment est une société de gestion pour des clients privés. C'est que j'imagine que vos clients privés, vous les avez eu pas mal au téléphone ces derniers jours. Et je suis toujours intéressé de savoir quelles sont leurs inquiétudes, ou quelles sont leurs interrogations. Qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qui remonte du terrain et comment vous répondez dans une séquence telle qu'on la connaît à vos clients aujourd'hui? Alors qu'on les a eu pas mal, en effet, c'est un euphémisme. Vous avez entièrement raison. Je vais répondre en deux temps. Globalement, c'est vrai qu'on les a beaucoup aujourd'hui au téléphone, en rendez-vous. Ça, c'est une nécessité. L'un des premiers points auxquels on s'échine maintenant depuis, j'allais dire 14 jours, mais c'est 13 jours, c'est globalement d'avoir un contact qui soit permanent pour certains avec certains clients, notamment les plus dynamiques, mais d'avoir eu un contact avec tout le monde, avec tous les portefeuilles du point de vue de cette gestion-là. Évidemment, c'est le point le plus important dans le moment actuel, c'est de ne pas rompre le lien de l'information, puisqu'il est évident, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais il y a beaucoup de bruit aujourd'hui dans le marché, il y a beaucoup de bruit sur les informations qui peuvent nous parvenir. Notre rôle aujourd'hui, il est fondamental. C'est justement de délier quelque peu les hypothèses, d'apporter des fondamentaux derrière et de faire preuve, on l'essaye, de sang-froid. Parce qu'on va y venir, évidemment, les sentiments ils sont assez mitigés. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs interrogations? Et effectivement, comment vous leur apportez les réponses les plus rationnelles possibles dans le contexte qu'on connaît? Je dirais, alors ça va être compliqué évidemment de synthétiser tout ce qui nous est dit parce que tout dépend des portefeuilles, des profils, etc. Mais globalement, on peut avoir deux grands sentiments qui émergent de mon point de vue chez nos clients. Le premier, ça va être un sentiment tout à fait naturel, celui de la crainte, évidemment. La crainte pour leurs actifs, mais pas que. La crainte évidemment du lendemain. Il est clair qu'une séance comme celle de vendredi ou une actualité comme celle de vendredi, elle nécessitait une présence d'autant plus renforcée et justement revenir à des éléments qui sont des éléments, on va le dire, plutôt rationnels, pour éviter justement cet aspect sentimental qui, on le sait, peut être très vite destructeur et peut nous faire faire des bêtises, je vais le dire très rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sentiment qu'on voit, antagoniste, mais globalement, on le voit en même temps, chez nos clients parfois, c'est évidemment celui de la tentation d'aller sur le marché aujourd'hui, très clairement. Alors pour des raisons structurelles qui ne sont pas forcément uniquement des raisons de gestion, on avait des zones de cash qui étaient assez importantes. Il est clair que dans des marchés comme ça, la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que je commence à actionner les leviers d'achat? Je vais répondre, même avant d'aller dans la stratégie de portefeuille, globalement, oui, sur ces niveaux-là, on a commencé à remettre des expositions en portefeuille. Et la réponse qu'on y apporte, puisque c'est sûrement ce que vous me demandez le plus, c'est évidemment une réponse aux fondamentaux, globalement. On est dans un marché où, globalement, on voyage un peu en terre inconnue sur certaines données. On a des hypothèses qui ne peuvent pas se stabiliser, notamment en termes économiques. On a l'habitude de dire, en temps de paix, faire de la prévision économique, c'est difficile. En temps de guerre, c'est périlleux. Si on se dit qu'en plus, on sort d'une crise, si on juge qu'on en était sorti avec un choc de demande très important, et là, on a un choc d'offres, la prévision économique, elle est très, très difficile. Donc, globalement, ce à quoi on s'accroche, ce sont les fondamentaux de nos portefeuilles, des sociétés que l'on détient, et évidemment, cet aspect un peu sentimental, peut-être un peu survendu. Ouais, vous dites que c'est compliqué de s'appuyer sur un scénario macro aujourd'hui. Non, mais c'est important pour les investisseurs qui nous regardent. Il y a un tel écart dans le champ des possibles devant nous que c'est très très compliqué de faire un pari global macro d'une certaine manière. C'est en tout cas l'un des points. Ce à quoi on est confronté aujourd'hui, globalement, c'est des hypothèses que l'on avait, disons, avant ce conflit-là. Elles pouvaient être positives, elles pouvaient être négatives. Aujourd'hui, elles ne sont pas seulement revues à la baisse. Ça serait, entre guillemets, un peu trop simple, si je peux me permettre ce terme. Non, elles sont mises en interrogation, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parvient pas, en tout cas du côté macro, je le précise bien, à fixer un prix définitif et un prix stable, que ce soit économique, monétaire, social,
etc., à ce conflit-là. Donc aujourd'hui, on perd en fait des repères qui sont des repères essentiels global macro, et en fait, on a une équation qui reçoit un nombre d'inconnus peut-être trop important, et donc le temps de latence, le temps de calcul, il se rallonge, tout simplement. Et on arrive à trouver peut-être un peu plus de substance quand on va au niveau micro, c'est ce qu'il faut comprendre, Kevin, parce que là aussi le choc est terrible, et je parle même pas des sociétés qui sont exposées directement ou indirectement à des activités en Russie, en Ukraine et dans toute la zone périphérique, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une contagion économique très forte. Quels sont les repères qu'on arrive à trouver au niveau des entreprises et comment, en tant qu'investisseur, justement, on gère la situation ? Les repères qu'on arrive à trouver, comme je l'ai dit, ce sont des repères vraiment fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je reviens à la première question qui était un peu le sentiment de nos investisseurs, c'est un sentiment parfois de crainte, donc, que l'on comprend tout à fait, mais que l'on essaye de rationaliser en réalité. Et typiquement aujourd'hui, ce que l'on rappelle, c'est que ce que l'on a en portefeuille, c'est pas du sentiment, ce sont des actifs, c'est du tangible, c'est des productions, c'est des salariés, etc. Donc il y a en fait, entre guillemets, du palpable, si je peux me permettre, et donc on a des fondamentaux qui existent. Donc ces fondamentaux-là, il faut les rationaliser. Évidemment, les hypothèses macro, elles viennent chambouler la micro, ça c'est évident. Mais globalement, on a aujourd'hui certains prix qui nous semblent être des prix, on l'évoquait, des prix de la peur, qui demain, à minima, pourraient se transformer en prix, entre guillemets, du soulagement. On verra ensuite les impacts à moyen terme. Mais à court terme, il y a déjà des choses à faire. Il y a certains marchés qui sont là aussi plus impactés que d'autres. On a des rotations, on parlait de rotation en début d'année ensemble, rotation inversée. Sur les cycliques, on a des niveaux de vente qui sont des niveaux de vente. Alors, je dis pas du tout qu'ils sont ahurissants, pas forcément. Mais en tout cas, quand on revient encore une fois aux fondamentaux, on a une destruction de valeur que l'on peut anticiper, avec encore une fois des bornes d'erreur plus ou moins importantes, c'est clair, mais des ventes aujourd'hui, des valorisations, on va le parler comme ça, même pas des niveaux de prix, des niveaux de valorisation qui sont aujourd'hui assez décorrélés. Et plus vous descendez en termes de capitalisation, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans ce débat, mais bien plus sûr, en termes de capitalisation on descend, plus les excès sont importants. Évidemment, on a aujourd'hui des sociétés qui communiquent, qui nous donnent en fait leur niveau d'exposition au marché ukrainien, au marché russe, même aux pays de l'Est dans leur globalité, qui ont peut-être des niveaux de stock qui sont des niveaux de stock bons, qui ont des composantes qui ne dépendent pas, j'allais dire, trop majoritairement de la situation actuelle et qui pourtant sont dégradés en portefeuille depuis leur point de janvier, 30-40%. Là, aujourd'hui, c'était des titres que nous avions déjà en portefeuille. Je ne vous cache pas que l'on a profité de cette dernière séance pour en rebâtir en portefeuille, très clairement. Pourquoi ? Parce que dans une approche très simple, c'est que, encore une fois, notre approche, elle est certes pour certaines poches tactiques, mais pour d'autres, elle est aussi sur un investissement, encore une fois, moyen terme, tangible, et les investisseurs sont copropriétaires des entreprises. Sur quel type d'entreprise ou sur quel type de segment de marché est-ce que vous considérez que les excès sont les plus aberrants au regard des fondamentaux ? Est-ce que ce sont sur les entreprises cycliques, celles qui sont par nature les moins bien valorisées dans le marché, qui avaient profité d'un mouvement de rotation, de retour en grâce très fort encore jusqu'au mois de janvier 2022. Est-ce que ce sont ces entreprises-là qui vous intéressent là sur le court terme ? Est-ce qu'on reste quand même dans l'idée que qualité, valeur défensive, valeur de croissance, voire d'hypercroissance. Est-ce que ça reste des investissements stratégiques, même si les valorisations restent peut-être encore plus élevées ? Comment on fait son choix là aujourd'hui ? On le fait à peu près sur tous les marchés. Vous avez entièrement raison de le préciser. Je vais faire une réponse très politique pour commencer, mais qui est vraie, parce qu'on a déjà eu l'échange ensemble. On a de la cyclique, évidemment, mais on a de la cyclique, ce qu'on appelle de la cyclique de qualité. Donc on va juger en effet que certaines valorisations sont déjà en fait dégradées, étaient déjà dégradées par le passé, mais en réalité, là encore une fois, quand on regarde les valorisations, quand on regarde les prévisions de bénéfices, elles ne sont pas revues de l'ordre de 50%. Même si on est revu de 10% et qu'on l'actualise, on n'en revient pas à des dévalorisations de l'ordre de 50%. D'accord. Donc ces valeurs-là, oui, on les a reprises. La question qui se posera, et qui est sûrement là d'autant plus intéressante, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, on sait qu'on a acheté à peu de prix de la peur, pour, encore une fois, espérer avoir une issue du conflit qui nous permette d'avoir des prix qui se matérialisent plutôt des prix de soulagement. La question qui se posera, elle est tout à fait vraie par contre, c'est est-ce qu'on restera autant tranché cyclique dans nos portefeuilles à moyen terme ? Là, c'est évidemment pas évident, parce qu'il est clair qu'une fois le stock picking fait, on a besoin de diversifier nos portefeuilles, et tout le pan de la cote automobile, par exemple, n'est pas, j'allais dire, très, très, très attirant aujourd'hui, on va le dire comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Et évidemment, de la qualité autour, parce que la qualité, encore une fois, certains marchés ne sont pas autant exposés que le marché, le price à l'heure actuelle. Ce qui est compréhensible, évidemment, encore une fois, il y a un effet sell-off. Pour des investisseurs qui ont les reins solides, je le précise évidemment, qui ont des années devant eux, encore une fois, qui peuvent subir de la volatilité, enfin supporter de la volatilité,
les marchés aujourd'hui deviennent, à mon sens en tout cas, assez attrayants sur certaines valeurs. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire entre la crise pandémique et la crise russe aujourd'hui. Deux crises d'ailleurs qui s'enchaînent sans répit entre les deux, et ce qui est quand même une difficulté supplémentaire pour les investisseurs. Mais c'est vrai que la période pandémique a été quand même une expérience très utile. On en parlait avec Juliette Cohen de CPRM juste auparavant, avec l'idée quand même que le déclencheur du rebond du marché a été la force de la réponse budgétaire et monétaire en mars 2020 et ensuite. Est-ce que cette idée-là, elle est valable aussi dans la gestion d'une crise géopolitique, voire sécuritaire et énergétique, comme celle qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que ça reste, alors sans aller sur des hypothèses macro trop précises, mais est-ce que ça reste une hypothèse valable de soutien important pour le marché, ou est-ce qu'il faut être plus prudent? Est-ce qu'on peut enchaîner deux crises comme ça du point de vue des finances publiques et de la politique monétaire? Là aussi, je vais peut-être vous répondre en deux temps. Le premier point, c'est évidemment qu'il nous faut de l'humilité dans ces moments-là. Il est clair qu'aujourd'hui, même en parlant de revenir avec des expositions actions, le point bas, on ne le connaît pas. Bien malin qui connaît le point bas, bien malin qui verra la capitulation en premier. On le saura plus tard. Exactement. On le saura après. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on est à l'aise sur ces niveaux-là à moyen terme, encore une fois. Ça, c'était vraiment le point, disons, humilité. Le second point, encore une fois, en termes de comparaison, oui, on considère qu'il y a des comportements de marché qui peuvent être comparables. On peut le voir sur, évidemment, crise Covid. C'est assez symptomatique parce qu'elle est proche de nous. Potentiellement, elle s'imbrique. C'est ce qui est sûrement le plus difficile aujourd'hui. Mais potentiellement, oui, le comportement de marché est le même. Je parlais tout à l'heure d'hypothèses qui nous manquent. Moi, nous avons la sensation qu'on se situe dans la période qu'on avait vécue justement au mois de mars, où le marché commençait à capituler et où, encore une fois, les données qui nous parvenaient, non pas elles étaient revues à la baisse, on avait quasiment des points d'interrogation à la place des données. Et donc aujourd'hui, on est quasiment dans ce niveau-là. C'est potentiellement ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça ne signifie pas qu'on connaît, encore une fois, le moyen terme, quelle configuration il aura, géopolitique, stratégique. On ne le connaît pas. Par contre, dans un environnement plutôt de reprise, de sortie de crise, chaque conflit a sa fin, malheureusement, et c'est très tragique, hein, je nie pas cela, mais chaque conflit ayant sa fin, on aura à un certain moment un effet de soupape. Ouais. De soulagement qui va apparaître. Et donc c'est ce pattern-là de marché évidemment que l'on cherche pour, en tout cas, les investisseurs qui le souhaitent, pour être tactique. Ouais. Comme vous disiez, pour la partie plus stratégique, on aura le temps de se poser les questions une fois qu'on y verra un peu plus clair pour le coup. En tout cas, notamment sur l'aspect global macro, comme vous le disiez. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'en parlera pas, enfin, c'est pas le sujet du jour, mais stagflation, récession, ça, évidemment, faudra l'imbriquer. Donc encore une fois, à se concentrer sur des valeurs que l'on considère, ok, ça, ce sont les prix qui nous conviennent. À 3-4 ans, cet actif-là, il n'est pas exposé, il n'y a pas de composante, ou en tout cas très peu. Cet actif-là, aujourd'hui, sur ce prix-là, il nous intéresse. Bon. On se concentre et on regarde les fondamentaux des entreprises dans cette séquence de stress et de peur sur les marchés, bien sûr, au 13e jour, on le rappelle, de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'être venu nous parler, nous apporter vos éléments d'analyse, de contexte, et puis de manière très pragmatique, comment est-ce qu'on gère cette situation aujourd'hui pour le compte de clients privés. Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avantgarde Investment, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission.